Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance d'information sur ce que vous devez savoir sur les études au deuxième et troisième cycle. Mon nom est Julie Garon. Je suis agente de recherche et de planification à la Faculté des études supérieures et postdoctorales et il me fera plaisir d'animer cette séance. La séance contient beaucoup d'informations. Je vous mettrai plusieurs liens Internet, donc la séance sera enregistrée, donc vous pourrez la réécouter là, pour avoir accès aux liens par la suite, mais j'essaierai de laisser un peu de temps là, pour vous permettre de les écrire rapidement lorsqu'il y aura des liens Internet dans la présentation. La présentation qui suit va brosser un portrait des études au deuxième et troisième cycle à l'Université Laval. Donc, je vous présenterai le mandat de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, la FESP qu'on appelle, ainsi que les différentes ressources qui vous sont offertes concernant les programmes au cycle supérieur. L'encadrement à la recherche, les mémoires et thèses, les bourses et le soutien financier, le développement des compétences professionnelles et les outils et guides à votre disposition. Donc, qu'est-ce que l'Université Laval? L'Université Laval, c'est non seulement un établissement d'enseignement, mais nous sommes également impliqués dans plusieurs autres sphères, comme la recherche, la communauté étudiante, le personnel, une vie animée, un campus durable et l'internationalisation. L'université est composée de 17 facultés et plus de 60 départements, écoles et instituts, comportant quelques 600 programmes d'études, offrant un environnement d'apprentissage flexible avec des cours en présence, à distance et en formule hybride ou comodale. Plus de 300 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche animent la communauté de recherche, en plus de nombreux établissements de recherche affiliés, comme par exemple le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec, qui est le plus important centre francophone de recherche en santé en Amérique du Nord. Plus de 475 millions de dollars sont investis en fonds de recherche et de création. Nous accueillons 55 000 étudiantes et étudiants, dont près de 30 sont inscrits dans un programme de deuxième ou troisième cycle, et avons un vaste réseau de plus de 350 000 personnes diplômées à travers le monde. Classée parmi les 2 meilleurs employeurs au Québec, l'université emploie plus de 10 000 personnes, dont 1 700 professeurs et en plus des nombreux chargés de cours et professeurs associés. L'université offre une vie universitaire hors pair, avec son campus vivant, ses espaces verts, ses résidences, son complexe sportif, ses bibliothèques qui en font un lieu d'apprentissage stimulant. Et elle peut également se vanter d'être la première université carboneutre de façon volontaire au pays, avec le plus haut niveau de certification. Finalement, plus de 9 000 étudiantes et étudiants de l'international ou résidentes et résidents permanents sont inscrits à l'Université Laval, ce qui représente environ 17 de l'effectif étudiant. Et près de 900 membres de la communauté étudiante profitent de séjours de mobilité à l'extérieur du Canada, dans un de nos 555 établissements d'enseignement partenaires dans plus de 80 pays. Plus spécifiquement, aux études en recherche, plus de 50 des publications en recherche sont réalisées en collaboration avec au moins une ou un scientifique de l'international. Au sein de l'Université Laval, on retrouve la Faculté des études supérieures et postdoctorales, donc comme j'ai dit à la FESP, qui est animée d'une volonté d'offrir aux clientèles étudiantes des cycles supérieurs et postdoctorales des conditions d'accueil et d'encadrement concourant à la réussite de leur projet d'études ou de leur stage à l'Université Laval. Elle assure ainsi la qualité de la formation, de l'encadrement et du soutien offert aux étudiantes et étudiants, ce qui garantit la valeur et la pertinence du diplôme qu'ils obtiennent. Donc, plus spécifiquement, le mandat de la FESP est d'assurer le leadership institutionnel et représenter l'Université Laval au sein des comités et conseils en lien avec les études supérieures et postdoctorales, offrir des services de soutien à la communauté étudiante et assurer la qualité de l'encadrement au cycle supérieur et apporter un appui constant aux facultés pour l'ensemble des programmes et des activités de formation de deuxième et troisième cycle des stages postdoctoraux. Concernant les services offerts par la FESP, je passerai rapidement à travers cette liste, mais notez que je reviendrai plus tard sur les éléments les plus importants. Donc, parmi les services offerts, on retrouve l'appui à la réussite. Donc, une section complète y est dédiée sur notre site Internet. Vous y trouverez diverses informations, notamment sur l'encadrement pendant vos études supérieures, qui inclut la relation avec votre direction de recherche, la détermination d'un mode de travail ou l'attribution de rôles et responsabilités clairs et équitables pour tous.
Vous trouverez également l'information sur le plan de collaboration qui permet de définir les attentes et les responsabilités réciproques pour planifier l'organisation de votre travail avec votre direction de recherche et de l'information sur les bourses et le soutien financier et toute autre information pertinente. À la FESP, nous sommes également en charge du processus d'évaluation des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat. Notre rôle est de préciser les règles de présentation et nous sommes responsables de l'ensemble du processus d'évaluation et de fournir des gabarits de rédaction et d'autres outils utiles que vous trouverez également sur notre site Internet. Nous agissons aussi comme direction de programme pour les programmes sur mesure de deuxième et troisième cycle pour répondre aux besoins de la clientèle étudiante ayant des objectifs interdisciplinaires dont un seul programme ne peut répondre. Nous offrons également un soutien aux stagiaires postdoctoraux qui représentent une clientèle tout de même considérable, souhaitant prolonger et approfondir leurs travaux de recherche en contexte universitaire. Nous offrons un service de développement des compétences professionnelles qui consiste en une série de cours s'adressant aux doctorantes et doctorants et aux stagiaires postdoctoraux pour les aider au niveau de leur insertion professionnelle après leurs études. Et enfin, nous encadrons les co-tutelles de thèse. La co-tutelle offre la possibilité de réaliser 2 doctorats tout en réalisant une seule thèse dans le cadre d'une entente avec un partenaire à l'international. Comme je vous le mentionnais au premier point, la FESP veille à offrir aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs différents outils pour vous appuyer pendant vos études et favoriser votre réussite. Je vous présente ici des guides que nous avons développés et qui seront certainement utiles pour vous orienter dans la poursuite de vos études au cycle supérieur. Le guide de cheminement pour les étudiantes et les étudiants à la maîtrise, recherche ou au doctorat vous permettra de tirer profit au maximum de vos études à l'Université Laval dans l'optique de cheminer efficacement et de mieux réussir vos études supérieures. Vous y trouverez les étapes essentielles à connaître, en commençant par les premières questions à vous poser avant d'entreprendre vos études supérieures, pour cheminer efficacement jusqu'à la diplomation, comme par exemple, êtes-vous prêt à entreprendre des études supérieures et tout ce qui concerne le cheminement de l'encadrement, de la formation à la recherche. Les rôles et responsabilités de la direction de recherche, mais aussi de l'étudiante ou de l'étudiant, et l'information détaillée sur les étapes de votre projet de recherche. Vous trouverez également le guide pour choisir sa direction de recherche au cycle supérieur, qui est élaboré sous forme de pistes de réflexion et de questions utiles sur différents thèmes, comme votre environnement de recherche, la supervision et l'encadrement, le financement ou l'éthique et la propriété intellectuelle. Il est destiné aux étudiantes et étudiants qui désirent entreprendre des études supérieures. Vous trouverez également dans la section Futurs étudiants de notre site Internet des outils pour vous aider à trouver votre direction de recherche. Une étape qui doit, pour la plupart des programmes, être faite avant le dépôt d'une demande d'admission. Nous avons fait une présentation plus détaillée sur cette démarche dans le cadre des portes ouvertes en personne. La présentation sera bientôt disponible sur le site web de la FESP. Je vous invite à aller la consulter. Enfin, nous savons tous que l'obtention d'une bourse peut faire une grande différence dans la réussite de vos études au cycle supérieur. Il convient donc de constater le temps nécessaire à la préparation d'une demande de qualité et le guide pratique pour une demande de bourse d'études supérieures ou un stage postdoctoral vous offre des conseils utiles pour l'élaboration et la rédaction de votre dossier de candidature, abordant des sujets tels que le déroulement des concours, les critères de sélection ou la rédaction du projet de recherche. Outre ces guides, vous trouverez également sur notre site Internet une série de webinaires, séances d'information et autres activités traitant de divers sujets en lien avec les cycles supérieurs. Par exemple, les bourses d'études, l'encadrement, la rédaction ou tout autre sujet pertinent en lien avec vos études supérieures. Pour cette deuxième partie de la présentation, je ne vais pas vous présenter nos programmes de cycle supérieur par domaine d'études, mais plutôt vous expliquer la distinction entre les différents types de programmes. Qu'est-ce qui les distingue, qu'est-ce qui distingue les cheminements au cycle supérieur? Je vais également présenter les grandes étapes prévues dans le cheminement des programmes de formation à la recherche. Avant de détailler chacun des types de programmes, je vais faire une courte parenthèse à l'intention des auditeurs de l'International pour vous expliquer les crédits à l'Université Laval. La majorité de nos cours comportent 3 crédits. Certains, par contre, cours peuvent varier entre 1 et 6 crédits. Le système de crédit le plus fréquent qu'on voit à l'international, notamment dans plusieurs pays européens et africains, sont les ECTS. Donc, un crédit de l'Université Laval équivaut à 2 ECTS. Donc, pour un programme de licence de 180 ECTS,
Notre équivalent sera le baccalauréat de premier cycle universitaire de 90 crédits. Notre baccalauréat de premier cycle est à ne pas confondre avec le baccalauréat de l'enseignement secondaire dans plusieurs pays à l'étranger. Notre baccalauréat est vraiment l'équivalent d'une licence ou d'un bachelor à l'étranger. Donc, pour revenir à nos programmes de cycle supérieur, il y a d'abord les programmes courts, qui sont des micro-programmes ou des diplômes d'études supérieures spécialisées, qu'on appelle DESS. Les formations de courte durée au cycle supérieur, gérées par les différentes facultés selon la discipline, sont des voies intéressantes pour non seulement approfondir un sujet ou mettre à jour ses connaissances dans un domaine d'études particulier, mais également pour vous préparer à la vie professionnelle dans un domaine précis ou pour acquérir des habiletés complémentaires à votre formation initiale. Le microprogramme comporte entre 3 et 6 cours et le DESS entre 8 et 10 cours. Il est intéressant de savoir que les microprogrammes et les DESS sont des programmes, selon les programmes, peuvent être récupérables en partie ou en totalité dans un programme de maîtrise. Quant au programme menant à l'obtention d'un grade, on retrouve la maîtrise, qui est un programme de 2e cycle, et le doctorat, qui est un programme de 3e cycle. On retrouve 2 types de maîtrise, soit la maîtrise professionnelle et la maîtrise recherche, aussi appelée la maîtrise avec mémoire. La maîtrise recherche vous permet, quant à elle, de vous pencher sur un sujet qui vous intéresse au plus haut point. Durant votre parcours, vous développerez une connaissance approfondie de votre sujet de recherche, ce qui vous permettra d'aborder les défis de la recherche et de participer activement au développement des connaissances scientifiques, technologiques ou artistiques. Ainsi, l'objectif de la maîtrise recherche est de réaliser, sous la supervision d'un membre du corps professoral expert dans le domaine, les différentes étapes d'une recherche et de participer au développement des connaissances. Le nombre de cours à réaliser est moindre à la maîtrise recherche qu'à la maîtrise professionnelle. La balance des crédits se retrouve à être des activités de recherche qui mènent à la rédaction d'un mémoire qui sera évalué par un jury. La durée moyenne d'une maîtrise recherche est d'environ 2 ans. La maîtrise professionnelle, quant à elle, est composée essentiellement de cours auxquels s'ajoute une activité d'intégration terminale supervisée de 6 à 12 crédits. Cette activité terminale peut être un essai, un rapport de fin d'études, un stage ou un projet d'intervention. Ce type de maîtrise vous offre un cadre pour mener, sous supervision et avec rigueur, les étapes d'une analyse ou d'une intervention en vue de proposer une solution à un problème d'étude ou d'interroger les conditions d'exercice à votre profession. La durée moyenne d'une maîtrise professionnelle est d'environ 4 sessions à temps complet ou environ 2 ans. Enfin, le doctorat est aussi un programme de formation à la recherche, mais d'une plus grande ampleur. Il a pour objectif de mener de façon autonome et experte un projet de recherche pour apporter une contribution originale aux connaissances scientifiques, technologiques ou artistiques. Le doctorat est composé d'une petite portion de scolarité, mais la majorité des crédits sont dédiés aux activités de recherche dont l'objectif ultime est la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat qui sera aussi évaluée par un jury. La durée moyenne d'un doctorat est d'environ 4 ans. Voici donc un résumé des grandes étapes d'un programme de formation à la recherche, donc soit à la maîtrise avec recherche et au doctorat. Le choix de votre sujet de recherche selon votre champ d'intérêt et le choix de votre direction de recherche, qui est une étape importante. Je vais y revenir plus en détail dans quelques minutes. L'élaboration plus en détail de votre projet de recherche et l'élaboration du plan de collaboration avec votre direction de recherche. La réalisation de la scolarité exigée dans votre programme. Cette partie comporte des cours et des sujets sur des sujets spécifiques, mais aussi parfois des séminaires. Et pour tous les programmes de doctorat, vous aurez un examen de doctorat à faire, dont l'objectif est de vérifier la capacité de l'étudiante ou de l'étudiant de mener à bien sa recherche et de rédiger sa thèse dans un délai raisonnable. L'étape de la recherche consiste à la collecte et à l'analyse des données, la consultation de la littérature sur votre projet, bref, tout ce qui vous permettra de mener à bien votre projet de rédaction. La rédaction du mémoire ou de la thèse en regard de vos travaux de recherche pour rendre vos résultats. L'évaluation par un jury du mémoire ou de la thèse. Au doctorat s'ajoute à cette étape une soutenance qui est faite devant le jury également. Et enfin, une fois toutes ces étapes réalisées et réussies, vous diplômerez de votre programme de maîtrise ou de doctorat. Sachez que vous pouvez trouver sur le site de l'Université Laval tous les documents, politiques, règlements et directives officiels applicables au cycle supérieur, notamment sur le site du Bureau du secrétaire général,
dans le règlement des études, dans la politique d'encadrement des études à la maîtrise avec mémoire et au doctorat, et dans la politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux. Au niveau de l'encadrement. Donc, l'encadrement de qualité constitue l'une des conditions essentielles à votre réussite. Il englobe tout le processus entourant votre projet de recherche, de la relation avec votre direction de recherche en passant par la détermination d'un mode de travail et l'attribution de rôles et de responsabilités clairs et équitables pour tous. Pour les personnes aux études, un encadrement soutenu et de qualité favorise la réussite des études et pour les membres du corps professoral et pour les directions de recherche, accepter d'encadrer une personne étudiante au cycle supérieur est l'une des responsabilités les plus stimulantes et valorisantes. Si vous visez une maîtrise recherche ou un doctorat, vous devrez obligatoirement avoir une direction de recherche. La ressource professorale qui acceptera de vous encadrer tout au long de votre cheminement à la maîtrise ou au doctorat agira à titre de mentor. Comme responsable de l'encadrement, la direction de recherche supervise et évalue les travaux de recherche de l'étudiante ou de l'étudiant qu'elle encadre. Elle a aussi pour rôle de vous encadrer à différents niveaux, notamment à l'élaboration du projet de recherche et de la démarche scientifique et au choix des activités de formation. Elle est aussi responsable d'assurer la progression des travaux de recherche et d'établir l'échéancier du projet d'étude, de résoudre d'éventuelles difficultés en lien avec les études ou à la recherche et à autoriser le dépôt de votre travail de rédaction et recommander les membres du jury d'évaluation. Notez qu'il est possible d'être encadré par une codirection, soit 2 professeurs de l'Université Laval ou un de l'Université Laval et un autre d'une autre université selon votre sujet de recherche. Une codirection peut s'avérer intéressante lorsque le projet de recherche est de nature interdisciplinaire ou qu'elle contribue à une complémentarité des expertises dans un même domaine. La co-tutelle de thèse, qui vous offre la possibilité de poursuivre un programme de doctorat dans 2 universités partenaires, implique également une codirection. Le choix de votre projet de recherche et de votre direction de recherche est une étape importante pour la poursuite de vos études à la maîtrise avec mémoire ou au doctorat. C'est pourquoi il est fortement recommandé dans la majorité des programmes de cibler vos intérêts de recherche d'abord. Vous pourrez ensuite choisir votre directrice ou votre directeur de recherche avant le dépôt de votre demande d'admission en fonction de vos intérêts de recherche. Assurez-vous de bien effectuer vos recherches avant de contacter des professeurs afin d'avoir la bonne personne pour votre champ d'intérêt. La majorité des directions de programme de maîtrise avec mémoire et de doctorat exigent qu'une direction de recherche soit trouvée avant de faire la demande d'admission. Aucune offre d'admission ne sera émise sans preuve d'engagement d'un membre du corps professoral. Pour les autres directions de programme, la démarche sera à entreprendre dès l'offre d'admission ou à la première session. Comme cette démarche peut être longue, il est fortement recommandé d'entamer les démarches le plus tôt possible. Pour trouver une direction de recherche, vous devez établir vous-même les premiers contacts avec des membres du corps professoral dans le domaine qui vous intéresse. Il est important de cibler vos sujets de prédilection, puis de vous informer sur les regroupements de chaires et d'unités de recherche de l'université, les intérêts de recherche des professeurs et les projets de recherche en recrutement. Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Cette page vous mène vers toutes les unités de recherche de l'Université Laval, comme les chaires, les centres de recherche, les instituts, les laboratoires et bien d'autres. Vous pourrez également effectuer une recherche selon vos propres critères. Chaque programme de recherche contient, dans sa description officielle, un onglet dédié à la recherche à la faculté et au champ de recherche des professeurs qui sont également impliqués dans cette faculté. Le site Internet des facultés a aussi une section entière dédiée à la recherche. Et finalement, la plateforme Projet et expertise de recherche est un autre outil vous permettant de faire une recherche par mots-clés, par profil recherché, par programme d'études ou d'autres filtres menant vers des différents programmes, les différents champs de recherche à l'Université Laval. Tel que mentionné précédemment, il existe sur le site de la FESP une section détaillée qui vous mènera vers les différents outils que je viens tout juste de vous présenter, notamment un guide pour vous aider dans la recherche de votre direction de programme. Lors de vos démarches, renseignez-vous sur les différents projets, les intérêts des professeurs, les champs de recherche de votre faculté. Personnalisez votre approche en procédant de façon personnalisée avec chaque professeur contacté en regard de son champ de compétences.
Vous pouvez tenter quelques approches, mais attention toutefois, contacter trop de professeurs pourrait au contraire donner une impression que vous cognez à toutes les portes et pourrait ainsi vous nuire. Mettez-vous en valeur. Mentionnez pourquoi votre projet est intéressant et original et en quoi la ou le professeur aurait intérêt à vous encadrer. Puis, faites le suivi de vos démarches. Si vous négligez les suivis, cela ne démontrera pas le sérieux de votre implication. Prendre le temps nécessaire afin de bien choisir une directrice ou un directeur de recherche est une étape essentielle et une excellente façon de débuter un encadrement, de débuter efficacement ses études supérieures. Le plan de collaboration est une entente écrite entre la direction de recherche et l'étudiante ou l'étudiant qui vise à établir une organisation du travail productif et satisfaisant pour chacun, définir les étapes d'un travail d'équipe de longue haleine, réduire toute ambiguïté sur les responsabilités de chacun et maximiser les chances d'atteindre les objectifs visés. Il permet donc à la personne étudiante et à sa direction de recherche d'assurer une progression selon les délais prévus dans le cadre d'une formation à la recherche. La FESP offre un modèle institutionnel qui peut être adapté selon les besoins ou les programmes. Finalement, le comité d'encadrement est une autre forme d'encadrement possible. Il est constitué dès le début du programme et offre un soutien considérable pour l'encadrement des travaux de l'étudiante ou de l'étudiant. Il comporte à la fois des fonctions d'accompagnement, de soutien dans la progression et de l'évaluation. Constitué d'au moins 2 membres du corps professoral, il vient complémenter le travail de la direction de recherche par des rencontres périodiques et accompagne l'étudiante ou l'étudiant dans l'élaboration de son projet de recherche. Enfin, il assure une couverture étendue et une expertise multiple du domaine de recherche de la personne étudiante, augmentant ainsi ses chances de succès. Il est important de noter que le comité d'encadrement n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. N'hésitez donc pas à en parler avec votre direction de recherche. Je vais maintenant m'entretenir sur les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat que les étudiantes et étudiants inscrits à un programme de formation à la recherche doivent rédiger et qui sera rigoureusement évalué par un jury. Il s'agit donc d'un parcours important et rigoureux dans votre projet d'études en recherche. Le rôle officiel de la FESP au niveau des mémoires et thèses est de fixer les normes relatives à l'activité terminale menant au grade de maîtrise ou de doctorat. Elle établit les règles et les procédures relatives à la présentation et l'évaluation des mémoires et des thèses et est responsable de leur évaluation. Une bonne préparation demeure l'une des clés les plus importantes vers la réussite. Tel que vu précédemment, vous êtes invité tôt dans vos démarches à préciser vos champs de recherche et votre projet de recherche et à faire le choix, s'il se fera à vous, de votre direction de recherche. Par la suite, dès votre première session dans le programme, jetez les bases de votre réflexion en collaboration avec votre direction de recherche sur votre objet d'étude et sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Élaborez ensuite un plan de collaboration et obtenez, si nécessaire, l'approbation éthique de votre projet de recherche. Sachez que si votre projet fait appel à des sujets humains, vous devrez déposer une demande d'approbation éthique auprès du CERUL, qui est le comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains à l'Université Laval. Votre direction de recherche saura vous encadrer dans ces démarches. Il existe 4 types de mémoires et 3 types de thèses. Le mémoire ou la thèse de type traditionnel est un manuscrit rédigé avec le type traditionnel. Il prend la forme d'une monographie, soit d'un ouvrage complet présentant une étude exhaustive sur un sujet donné. Il est constitué de chapitres qui rendent compte des différentes étapes de la recherche. Pour le mémoire ou la thèse par article, chaque chapitre est constitué d'un article que l'étudiant a rédigé à titre de premier auteur. Le mémoire ou la thèse comprend aussi une introduction, une discussion générale et une conclusion qui font ressortir la cohérence de la démarche de l'étudiant. Le mémoire ou la thèse avec insertion d'articles comporte à la fois des chapitres de type traditionnel et un ou des chapitres sous la forme d'articles que l'étudiant a rédigés à titre de premier auteur. Finalement, la thèse par dossier ordonné, qui ne s'applique qu'au doctorat, consiste en un dossier ordonné formé de différentes pièces originales, relativement indépendantes et réalisées dans le cadre du programme d'études, pourvu que celles-ci soient ordonnées en fonction d'un projet d'ensemble précis et bien orienté. Voici en quelques exemples, quelques éléments qui peuvent constituer ce type de thèse. Des rapports et énoncés de politique, des interventions, maquettes, prototypes,
plan d'affaires, brevet, licence technologique. Des programmes éducatifs, des supports de cours, des outils d'évaluation. Des productions culturelles telles que des œuvres créatives et des archives issues de festivals, d'expositions, d'événements culturels ou artistiques. Des artefacts numériques divers. Donc, ce type de thèse peut aussi inclure des chapitres de type traditionnel et des articles soumis pour publication. Le mémoire et la thèse sont des exposés écrits d'envergure. Donc, la rédaction de ces manuscrits doit être entreprise tôt dans votre parcours. La FESP met à votre disposition l'information et les outils nécessaires à la rédaction efficace et répondant aux normes en vigueur. Dans le cadre de webdiffusion, sur notre site Internet, vous trouverez divers webinaires à ce sujet. Nous offrons également divers ateliers sur la rédaction ainsi que des retraites de rédaction qui vous mènent dans un environnement propice à l'écriture et à la réflexion. Au terme de la formation à la recherche menant au grade de maîtrise ou de doctorat, la FESP constitue un jury composé de spécialistes du domaine pour évaluer votre mémoire ou votre thèse. L'évaluation relève de la responsabilité des seuls membres du jury nommés à cette fin, selon les règles de la FESP et avec la contribution de la direction de programme, le cas échéant. À partir du moment où vous procédez au dépôt initial de votre mémoire ou de votre thèse à la FESP, des autorisations devront être obtenues avant de soumettre le manuscrit au jury d'évaluation. Donc, la FESP s'assure que le dépôt initial est complet et respecte les règles de présentation et de diffusion en vigueur. Si des documents ou des formulaires s'avèrent manquants ou encore si des corrections doivent être apportées au mémoire ou à la thèse pour le rendre conforme, vous serez avisé. La direction de programme s'assure de la conformité du dossier de gestion des études de la personne étudiante. La direction de recherche valide le contenu et la forme du mémoire ou de la thèse. La direction de recherche propose des suggestions de membres du jury à la direction de programme au moment où la personne étudiante qu'elle dirige demande l'ouverture de son dossier d'évaluation à la FESP. La direction de programme doit notamment s'assurer de l'éligibilité des membres du jury pressentis et de l'absence de conflit d'intérêts. Pour l'évaluation par le jury, qui peut prendre de 4 à 6 semaines, la FESP transmet la version autorisée de votre manuscrit aux membres du jury en fichier numérique ainsi que le rapport à compléter. Les membres du jury ne peuvent divulguer les données et les résultats de recherche que le manuscrit présente. Et ils évaluent également individuellement le mémoire ou la thèse et ne sont pas autorisés à communiquer entre eux pour comparer leur évaluation. Une fois l'évaluation par le jury terminée, vous recevrez le résultat obtenu ainsi que les rapports d'évaluation des membres du jury dans leur intégralité. Attention, tout au long de l'évaluation, ni vous ni votre direction de recherche n'est autorisé à entrer en contact avec les membres du jury. Selon le grade postulé, le jury vous invite ensuite soit au dépôt final de votre mémoire, à la soutenance de votre thèse et au terme de l'évaluation par le jury ou au terme de votre soutenance et sous réserve d'une sanction positive, vous serez invité à effectuer le dépôt final de votre manuscrit. Le dépôt final est la dernière étape dans le processus d'évaluation de votre mémoire ou de votre thèse. Il s'agit alors de déposer et de faire autoriser une ultime version de votre manuscrit intégrant les corrections exigées par le jury. Enfin, la diplomation de votre programme d'études peut avoir lieu. Vous trouverez sur le site de la FESP les informations variées non seulement sur la rédaction, mais aussi sur des règles de présentation, le dépôt, l'évaluation de la soutenance et bien plus. L'obtention d'une bourse d'études est un élément déterminant dans la réussite des études au cycle supérieur. Il existe de nombreuses possibilités de financement. En voici quelques-unes. Le Bureau des bourses et de l'aide financière, dit le BBAF, a comme mission d'informer les étudiantes et étudiants sur les différentes formes d'aide financière disponibles et de les accompagner dans la recherche de financement contribuant à la poursuite de leurs études. Il offre également différents services s'adressant aux personnes étudiantes bénéficiaires des programmes de prêts et bourses des différents gouvernements et il vous offre également un accompagnement au niveau de la gestion de votre budget, la recherche d'emploi pendant vos études ou tout autre truc et astuce en lien avec votre gestion financière. Le BBAF, qui gère à l'Université Laval la majorité des programmes de bourse et d'aide financière, il y a plus de 3000 bourses qui sont offertes annuellement.
Divers programmes de bourse et d'aide financière sont disponibles sur le site du BBAF et le site a un outil de recherche par mots-clés ou critères pour vous aider dans votre démarche. Le BBAF peut également vous accompagner dans la recherche d'un financement adapté à votre réalité et qui contribue à la poursuite de vos études. Des bourses institutionnelles sont notamment offertes dès l'admission pour vous aider à réaliser votre projet d'études au cycle supérieur. Par exemple, la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires au doctorat, qui permet aux étudiantes et étudiants de l'international de payer les mêmes droits de scolarité que ceux du Québec. Il y a aussi les bourses de leadership et d'engagement, que soutiennent les étudiantes et étudiants talentueux démontrant un engagement exceptionnel dans différents secteurs d'activité, ou les bourses citoyennes et citoyens du monde, qui visent entre autres à soutenir les étudiantes et étudiants de l'Université Laval par des bourses de mobilité, avec un objectif d'immersion dans des cultures différentes pour en faire des leaders de demain avec une approche d'ouverture de citoyennes et citoyens du monde. D'autres moyens de financement sont également à votre disposition, comme le programme des prêts et bourses du gouvernement, pour ceux qui y sont admissibles évidemment, le programme Études-Travail, qui est un programme de subvention permettant l'embauche d'étudiants pour des postes d'auxiliaires ou d'agents contractuels sur le campus, et ainsi offrir aux étudiantes et étudiants des emplois axés sur la carrière. Des salaires ou des bourses versées à des fins de recherche sont également disponibles, tout comme des contrats d'auxiliaires d'enseignement et de recherche. Ces différentes formes de financement peuvent provenir du BBAF, du SDP, qui est le service de développement professionnel de l'Université Laval, ou directement de votre faculté. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec divers intervenants. Les bourses de réussite de la Faculté des études supérieures et postdoctorales sont attribuées aux étudiantes et étudiants de maîtrise et de doctorat pour le franchissement de différentes étapes de leur programme selon les échéanciers prévus. Elles visent notamment à motiver les étudiants à maintenir une progression continue et à favoriser la diplomation dans des délais prescrits pour leur programme. Chaque faculté propose un plan d'attribution des bourses de réussite adapté à leur programme d'études. Je vous invite à consulter le vôtre une fois que vous entamez vos études. De nombreux organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux appuient et encouragent la formation en recherche et offrent différents programmes de bourses aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux dans le but de former la prochaine génération de recherche. Le programme de jumelage pour les bourses au cycle supérieur met en relation une étudiante ou un étudiant à la recherche de conseils dans la préparation de sa demande de bourse d'excellence aux organismes subventionnaires et avec donc des récipiendaires d'une bourse d'excellence des organismes subventionnaires au cycle supérieur qui souhaitent partager leur expérience et apporter leurs conseils. Pour participer, vous devez écrire un courriel au BBAF à l'adresse qui sera précisée plus tard dans le chat, pour faire part de votre intérêt envers le programme de jumelage, tout en précisant pour quel programme de bourse vous soumettez la demande. Plusieurs critères peuvent être pris en compte pour l'octroi d'une bourse. Donc, le niveau d'études pour lequel vous postulez, votre moyenne d'études, votre statut d'étudiant, votre domaine d'études, etc. Il est toujours préférable de se préparer longtemps d'avance. Pour certaines bourses, il est même possible de commencer les démarches avant le début des études. Et le mot-clé à retenir pour l'application à des bourses, anticipation. Le plus tôt est toujours le mieux. Enfin, voici quelques outils disponibles pour vous aider dans vos démarches. La page d'information des bourses et soutien financier sur le site de la FESP. Le guide pratique pour une demande de bourse d'études supérieures ou un stage postdoctoral préparé pour vous par la FESP, que vous trouverez également dans la section bourses et soutien financier du site de la FESP. Le répertoire des bourses du BBAF, et le webinaire sur nos bourses d'excellence des organismes subventionnaires, encore une fois, disponible sur le site Internet de la FESP dans la section Web diffusion. Comme je vous le mentionnais au départ, la FESP veille à offrir aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs différents outils pour vous appuyer pendant vos études et favoriser votre réussite. Je vous présente ici des guides que nous avons développés et qui vous seront certainement utiles pour vous orienter dans la poursuite de vos études au cycle supérieur. La FESP offre aux doctorantes et doctorants des formations pour développer leurs compétences professionnelles et faciliter leur transition vers l'emploi une fois le doctorat terminé.
Elles s'offrent sous la forme de cours ou de stages. Il est important de savoir que les formations et le stage n'interfèrent pas avec votre programme de doctorat. Donc, ni les crédits ni le résultat sont pris en compte dans le calcul de votre moyenne. Ces cours sont donc non contributoires au programme de doctorat et ne peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de diplomation de votre doctorat. Elles figureront cependant sur votre relevé de notes qui attestera ainsi que vous avez acquis des compétences dans un secteur professionnel. Les formations gratuites offertes par la FESP vous engagent dans un processus de développement de vos compétences et de votre employabilité. Ces cours de 1 crédit sur des sujets variés comme la communication orale, les stratégies de rédaction professionnelle, la gestion de projet, la pédagogie universitaire, l'entrepreneuriat ou le savoir-agir en recherche explorent différents aspects de l'insertion professionnelle dans un contexte d'échange et de développement de réseaux professionnels. Ils permettent de favoriser votre intégration professionnelle en reconnaissant, développant et valorisant vos compétences, de joindre une communauté apprenante partageant des réalités communes, de participer à des cours interactifs privilégiant une pédagogie active et stimulante et de profiter d'une formule concise et d'un cheminement à votre rythme avec l'enseignement à distance et hybride. Le stage, quant à lui, vous permet de mettre à profit vos compétences acquises dans le cadre de votre formation à la recherche. Vous pourrez participer à des mandats en lien avec vos objectifs professionnels, entrer en contact avec différentes réalités professionnelles, collaborer avec des équipes multidisciplinaires et développer votre réseau de contacts. Il est également crédité, mais aussi rémunéré, sauf évidemment s'il est réalisé dans un OBNL, un organisme à but non lucratif. Le stage permet de prendre connaissance sous un nouvel angle des savoir-faire et des savoir-être développés dans votre formation et découvrir comment ceux-ci peuvent être utilisés dans un milieu autre que celui de la recherche universitaire. Mieux identifier les forces et les compétences professionnelles que vous pourrez mettre à profit pour favoriser votre insertion professionnelle. Explorer ce que les différents milieux professionnels ont à offrir et comment ils peuvent répondre à vos objectifs professionnels. Et apprendre, découvrir ou redécouvrir des méthodes de travail au sein d'une organisation et plus particulièrement dans une nouvelle équipe de travail. Ce stage est le fruit d'une collaboration étroite avec le service du développement professionnel. Vous profiterez d'un accompagnement personnalisé dans vos démarches pour trouver un stage qui correspond à vos objectifs professionnels. Au niveau des ressources disponibles, donc, selon les questionnements que vous avez ou les situations que vous vivez durant vos études supérieures, il est important de connaître les instances ou les personnes vers qui vous pouvez vous tourner à l'Université Laval. Le premier intervenant au niveau de vos études et de votre cheminement dans le programme est le personnel en gestion des études de votre faculté. L'agente ou l'agent et la conseillère ou le conseiller à la gestion des études sont à votre disposition pour vous aider et vous conseiller. Ils agissent au nom de la direction de programme, mais cette dernière pourra également intervenir au besoin. C'est d'ailleurs cette dernière qui s'assurera que vous aurez l'encadrement requis pour vos études au cycle supérieur et de la progression dans vos activités. Au niveau facultaire, le vice-décanat aux études et le responsable facultaire aux études peuvent également agir comme personnes ressources au besoin. Votre direction de recherche ainsi que votre codirection et votre comité d'encadrement, s'il y a lieu, assureront un suivi et un encadrement rigoureux tout au long de vos études. Vous pourrez vous référer à ces personnes pour toute question en lien avec votre projet de recherche. Enfin, en cas de problématique de tout genre, bien que vous puissiez vous sentir démuni et seul, sachez que plusieurs personnes sont là pour vous aider et peuvent intervenir pour tenter de résoudre les difficultés qui surviennent en cours de cheminement pour exercer un rôle de médiation. En premier lieu, il faut toujours commencer par en discuter avec sa direction de recherche. C'est la personne avec laquelle vous travaillerez étroitement et elle pourra peut-être intervenir pour améliorer les éléments. Si la situation n'évolue pas pour le mieux, vous pourrez consulter votre direction de programme. Au besoin, la direction de programme fera le lien avec le vice-décanat de votre faculté. Finalement, si la situation ne progresse pas ou ne se règle pas, vous pourrez alors communiquer avec la vice-doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Elle examinera l'objet du litige et tentera de définir un terrain d'entente entre les parties pour la poursuite des études. Selon le type de difficulté rencontrée, sachez que d'autres services sont offerts à votre disposition.
l'Allier, qui est l'Association des étudiantes et étudiants de l'Université Laval inscrits aux études supérieures, a commission de promouvoir les droits et les intérêts des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle et de les représenter. Le Centre d'aide aux étudiants offre des services aux personnes étudiantes en matière d'orientation scolaire, d'apprentissage, de réussite scolaire, de bien-être psychologique et de situation de handicap. Il met sur pied des programmes de prévention et exerce une fonction conseil auprès des directions de facultés, de programmes et d'unités. Le site du CAE, donc le Centre d'aide aux étudiants, vous donne également les coordonnées d'organismes externes pour toute situation de détresse ou d'urgence. Le Bureau du respect de la personne s'assure que chaque membre de l'Université Laval évolue dans un milieu sain, sécuritaire et respectueux en tout temps. Il facilite la gestion des dénonciations et des plaintes, en plus de favoriser la résolution de conflits pour toute situation touchant de près ou de loin à la discrimination, au harcèlement psychologique, aux violences à caractère sexuel, aux actes répréhensibles, à la liberté académique ou à l'usage du français à l'Université Laval. Et le Bureau de l'Ombudsman reçoit les plaintes des membres de la communauté universitaire qui s'estiment lésés par des mécanismes administratifs ou victimes d'injustice ou d'atteinte à leurs droits fondamentaux ou à leur dignité de la part d'un membre agissant au nom de l'université. C'est ce qui conclut ma présentation sur les cycles supérieurs. J'espère que ces informations vous seront utiles. Sachez que nous sommes en tout temps disposés à vous accompagner et répondre à vos questions. N'hésitez donc jamais à nous contacter au besoin. Nous passerons maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que je ne répondrai qu'aux questions d'ordre général. Donc, si vous avez une question spécifique à votre propre situation, je vous invite plutôt à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Merci, Dominique. Si tu peux me soumettre les questions qui ont été posées. Oui, tout à fait. Merci, Julie. Donc, Dominique Fortin, coordonnatrice des activités à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Je vais assister notre conférencière dans cette période de questions. Comme Julie vient de le dire, là, pour toute question spécifique, vous pouvez nous écrire à l'adresse que je viens tout juste de mettre dans le clavardage. Donc, Julie, il y a quelques questions qui portent sur la direction de recherche. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un sujet de recherche avant de postuler pour une maîtrise de recherche à l'Université Laval? En fait, c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Comme je le mentionnais, il y a plusieurs directions de programme qui n'émettront pas d'offres d'admission tant que vous n'aurez pas fourni la preuve que vous avez trouvé une direction de recherche. Donc, c'est pourquoi on encourage très fortement les candidats à entamer des démarches à l'avance. Si vous pensez éventuellement déposer une demande à l'Université Laval ou si vous l'avez déjà déposée dans les dernières semaines, faites les recherches, allez utiliser les outils que je vous ai présentés pour aller voir les sujets de recherche en lien avec vos intérêts, voir quels professeurs ils sont affiliés, contactez-les, entamez des démarches. Donc, vous pouvez entamer vos démarches de dépôt de demande d'admission, mais sachez que pour la majorité des programmes, il n'y a aucune offre d'admission s'il y a lieu, si vous êtes admissible, évidemment, qui ne sera fait tant que vous n'aurez pas confirmé qu'un professeur s'est engagé à vous accompagner à titre de direction de recherche. Merci. Justement, des étudiants donc hors Canada s'interrogeaient sur les démarches à entreprendre pour trouver une direction de recherche. Tu as abordé ce sujet dans le webinaire. Oui, je l'ai abordé quand même de façon assez précise, donc je vous invite soit à le réécouter ou soit à aller vous promener sur notre site Internet à l'adresse que vous voyez à l'écran parce qu'il y a une section quand même bien détaillée avec les différents outils qui sont à votre disposition pour trouver un sujet et une direction de recherche. Merci. On nous demande aussi, est-ce qu'il faut absolument avoir une maîtrise de recherche pour effectuer un doctorat à l'Université Laval ou est-ce qu'on peut accéder au doctorat avec une maîtrise professionnelle? C'est une bonne question. Vous pouvez accéder à certains doctorats avec une maîtrise professionnelle. Par contre, il est possible qu'on exige de vous une scolarité préparatoire, là, notamment des cours de méthodologie de recherche ou des cours là, qui seraient un petit peu plus axés sur la recherche, qui ne seraient pas contributoires à votre doctorat, mais qui seraient obligatoires à faire là, avant de commencer vos activités de recherche au doctorat. Chaque programme a ses propres exigences. Donc, quand vous ciblez un programme, allez dans la description officielle de ce programme-là sur le site ULaval
.ca pour bien prendre connaissance des exigences d'admission de chacun des programmes. Parfait, merci. On nous pose une question sur les co-tutelles, particulièrement avec des universités en France. Est-ce que l'Université Laval est en mesure de proposer des sujets de thèse et des bourses en co-tutelle avec les universités en France? C'est plus de voir, une fois que vous avez une entente avec votre direction de recherche pour voir s'il y a une possibilité de co-tutelle avec un établissement en lien avec votre sujet de recherche. Je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie de choisir un sujet de recherche en fonction de savoir s'il y a une co-tutelle qui existe parce que c'est quand même une grosse implication, là. Un programme de recherche, ça vous amène à approfondir un sujet, développer des nouvelles connaissances dans ce sujet-là. Donc, je crois que l'ordre logique, là, c'est davantage de vous trouver un sujet de recherche, une direction de recherche et après ça, de discuter avec votre direction de recherche s'il y a des possibilités de co-tutelle. Toutefois, comme je le mentionnais dans ma présentation, quand vous cherchez une direction de recherche, vous pouvez être invité à contacter plus d'un professeur s'il y a plus qu'une personne du corps professoral qui s'intéresse au même sujet de recherche que vous. Donc, pendant votre démarche, ben, vous pourrez demander à ces professeurs-là s'il y a des possibilités de co-tutelle et puis faire votre choix par la suite là, en fonction des éléments d'information que vous aurez reçus. Je n'ai pas mentionné pendant ma présentation, mais il me vient en tête qu'il est fortement recommandé de prévoir une petite rencontre aussi là, quand vous êtes en démarche de recherche là, pour une direction de recherche. Commencez par fournir votre dossier, comme je vous l'ai mentionné, et faire un suivi, mais n'hésitez pas après ça à les contacter pour demander une rencontre en présentiel si vous êtes sur place, sinon virtuel pour avoir une petite période d'échange avec le professeur. Rien de mieux qu'un échange verbal pour se vendre et discuter de notre projet. Parfait. On nous demande aussi, est-ce qu'on a la possibilité de suivre 2 programmes au cours d'une même année? On mentionne par exemple 2 maîtrises. Euh, oui, oui, on ne l'empêche pas. C'est un gros projet, par contre. C'est sûr que 2 maîtrises à temps plein, je vous dirais que c'est quasi impossible. Une maîtrise demande beaucoup, que ce soit une maîtrise recherche ou une maîtrise professionnelle. Vous avez de la scolarité à faire. Pour faire une maîtrise professionnelle en 2 ans, ben, c'est 4 sessions à inscrire à temps complet. Pour la maîtrise recherche, bien, vous avez des cours à faire, puis vous avez ensuite des activités de recherche à faire pour produire un mémoire. Si, avec entente avec vos directions de recherche, celles-ci acceptent que vous cheminiez à temps partiel, il serait peut-être envisageable pour vous de cheminer dans 2 programmes à la fois. Mais il faudra que le tout soit bien structuré, entendu avec vos directions de recherche et planifié. Parfait. Donc, 2 questions pour les maîtrises professionnelles. Julie, juste préciser si on rédige un mémoire à la fin de la maîtrise professionnelle ou non, s'il te plaît. OK. Non, il n'y a pas de mémoire à rédiger à la fin de la maîtrise professionnelle. Par contre, toutes les maîtrises ont une activité terminale. Donc, la maîtrise recherche a le mémoire et les autres maîtrises ont une activité. Il y a des maîtrises professionnelles. Certaines maîtrises professionnelles vont imposer l'activité terminale, alors que d'autres peuvent donner un choix entre 2 ou 3 parmi les options qui sont offertes. Comme je l'ai mentionné précédemment, pour la maîtrise professionnelle, l'activité terminale est de 6 à 12 crédits, dépendamment des programmes, et elle peut être constituée soit d'un stage dans un milieu professionnel, soit d'un projet d'intervention, par exemple, si vous étudiez en travail social, soit un projet de fin d'études ou un essai. L'essai est habituellement ce qui se rapproche le plus du mémoire, mais à plus petite échelle. Le projet de fin d'études, c'est un bilan de vos acquis pendant votre formation. Donc, c'est quand même des travaux d'envergure, mais qui n'ont rien à voir avec un mémoire parce que ce n'est pas le but de la maîtrise professionnelle de vous faire rédiger un mémoire. Parfait, merci. Je pense que tu as répondu à la question, justement, la deuxième, qui demandait si le stage était obligatoire à la fin de la maîtrise professionnelle pour finaliser l'étude. Effectivement, j'ai répondu. C'est vraiment variable d'une maîtrise à l'autre. Il y a certaines maîtrises même qui vont vous offrir, par exemple, le choix entre un stage ou un projet d'intervention ou le stage puis un essai. Donc, certaines maîtrises vont offrir un choix. C'est à vraiment consulter dans la description officielle du programme pour voir qu'est-ce qui vous est offert. Puis, certaines autres maîtrises professionnelles vont
imposer l'activité terminale. Il n'y aura pas d'autre choix que ce qui sera exigé. Merci. Peut-être est-ce que tu pourrais parler là, des DESS, là, on nous demande est-ce que c'est possible en fait d'être employé là, et de suivre un DESS à temps partiel. Oui, il y a plusieurs programmes qui peuvent être suivis à temps partiel. Encore là, allez voir un peu allez voir les descriptions des programmes pour voir la structure des programmes, la séquence des cours. Informez-vous auprès de la direction de programme aussi là, par rapport à votre situation. Et la majorité des programmes, comme des microprogrammes des DESS, peuvent être suivis, puis je dirais même pour des maîtrises professionnelles également. À moins que ce soit une exigence de la direction de programme d'être étudiant à temps complet. La majorité des programmes vous permettent de les suivre à temps partiel. Donc, si vous êtes sur le marché du travail et n'êtes qu'en mesure de prendre 1 ou 2 cours par session, vous pouvez cheminer à temps partiel, puis étaler votre cheminement sur la durée que vous souhaiterez. Évidemment, on encourage à ne pas vous prendre de pause, puis éventuellement en diplômer, mais effectivement, c'est possible. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des dates butoirs dans l'année pour entamer un parcours de doctorat à l'Université Laval? Est-ce que tu peux nous répondre, s'il te plaît? En fait, il y a des dates limites de dépôt de demande d'admission. Elles sont disponibles sur le site ULaval. Si vous allez sur ulaval.ca, sous la photo du haut, il y a 4 étapes, les 4 étapes de la démarche d'admission. Donc, je vous invite à aller consulter ce site-là. Il est super intéressant pour connaître les exigences d'admission par programme. Ben, en premier lieu, on vous mène vers l'outil de recherche pour trouver un programme d'études. Après ça, on vous indique c'est quoi les exigences d'admission générale et par programme, les dates limites de dépôt d'une demande d'admission, etc. Les frais et on vous mène vers le formulaire en ligne pour déposer une demande d'admission. Pour les dates limites, pour les étudiants de l'international qui doivent demander un CAQ et un permis d'études, la date limite pour déposer une demande d'admission pour l'automne, la session d'automne est le 1er février. La session d'hiver, c'est le 1er juillet. Et pour la session d'été, c'est le 1er décembre. C'est les dates limites auxquelles vous avez accès au formulaire en ligne pour déposer une demande. Toutefois, l'admission, le formulaire d'admission est disponible 1 an d'avance. Donc, par exemple, pour les demandes d'admission visant la session d'automne 2025, le formulaire en ligne est disponible depuis le début de la session d'automne 24. Donc, on vous invite toujours à déposer le plus tôt possible parce que, pour vous assurer que quand vous avez déposé votre demande d'admission, votre dossier est complet. Et plus vous déposez tôt, plus tôt vous recevrez une décision. Si vous recevez une offre d'admission, après ça, vous pourrez déjà, avec l'offre d'admission, entamer les démarches d'immigration temporaire, demander le CAQ, puis éventuellement un permis d'études. Ce sont tous des processus qui peuvent être longs. On n'a pas de délai fixe pour rendre des décisions à l'Université Laval. Je vous dirais que la moyenne règle très générale peut être entre 6 et 8 semaines, mais ça dépend d'un paquet de facteurs, ça dépend si votre dossier est complet, ça dépend à quelle période de l'année vous avez déposé votre demande d'admission parce qu'il y a des périodes de pointe, il y a des périodes plus achalandées, moins achalandées. Donc, il y a un paquet de facteurs là, qui peuvent entrer en considération. C'est pourquoi je vous dirais, si vous visez même une année supplémentaire, même si le formulaire de demande d'admission n'est pas encore disponible en ligne, commencez vos recherches, allez explorer les programmes. Si vous voulez étudier en recherche, allez explorer les sujets de recherche, les professeurs qui sont affiliés aux différents sujets de recherche. Donc, le mot d'ordre est le plus tôt et le mieux. Pour des étudiants qui ne sont pas sujets à obtenir un CAQ et un permis d'études. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec en passant, là, qui est un des 2 documents à obtenir pour venir étudier au Québec si vous provenez de l'international. Pour les étudiants du Québec, du Canada, donc résidents permanents et tout, les dates limites sont plus tard pour déposer une demande d'admission. Par exemple, le formulaire de demande d'admission en ligne est disponible jusqu'au 15 août pour une session d'automne. Évidemment, si vous souhaitez commencer un doctorat à l'automne 2025, je vous invite à déposer votre demande d'admission quand même le plus tôt possible. Si vous déposez le 15 août, il est fort probable qu'on vous dise qu'il est trop tard parce que, à moins que vous arriviez vraiment préparé, vous soyez dans une situation exceptionnelle, par analyser son dossier pour un programme de recherche, c'est un petit peu plus ardu. Il y a plus de gens qui doivent se pencher sur le dossier en faculté et tout. Donc, la règle du le plus tôt et le mieux s'appliquera à tout le monde. Merci.
Donc, on a une question là, qui touche la plateforme projet et expertise de recherche. On nous demande s'il faut être sélectionné pour les projets avant de faire la demande d'admission ou non. Ben, en fait, cette plateforme-là, c'est un outil parmi tous les autres que je vous ai présentés pour vous aider à découvrir les projets de recherche à l'Université Laval, puis ainsi, par la suite, vous aider à trouver une direction de recherche. Donc, que ce soit la plateforme, que ce soit le site sur les unités de recherche, que vous utilisiez l'onglet de recherche du site facultaire de votre faculté ou les outils de recherche qui sont disponibles dans la fiche de description officielle de votre programme d'études. Ce sont tous des outils qui sont à votre disposition pour vous aider à trouver un sujet, une direction de recherche. Donc, comme je le mentionne depuis tantôt, là, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir déposé votre demande d'admission. C'est des outils auxquels vous avez accès sur le site général de l'Université Laval. Et bon, alors là, ben, commencez vos démarches le plus tôt possible. Parfait. En fait, les dernières questions concernent là, des bourses. Donc, pour toute demande, là, en fait, je vais vous mettre l'adresse là, du Bureau des bourses et de l'aide financière dans le clavardage. C'est vraiment ces personnes-là qui vont pouvoir vous répondre là. Ouais. Au niveau des bourses, je vous dirais que sur le site de la FESP que vous voyez à l'écran, il y a une section financement et bourse de réussite. Donc, allez le consulter. On donne quand même d'informations variées là, sur les programmes de bourse que la FESP encadre. Toutefois, le site du BBAF, là, le Bureau des bourses et de l'aide financière, est vraiment complet. Vous pouvez faire des recherches par critères, faire des filtres. Vous avez accès à des ressources aussi qui peuvent vous accompagner dans votre recherche de bourse. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour vous accompagner dans tout ça. Puis c'est le BBAF qui offre également le service de jumelage avec un étudiant qui est déjà passé par là, qui pourra vous donner des conseils là, pour bien compléter une demande pour obtenir une bourse. Parfait. Et on a une dernière question que je suis pas sûre de comprendre là, complètement. Vous m'écrirez là, si c'est pas le cas. On nous demande, j'ai déjà une maîtrise, est-ce que je peux faire une alternance à l'Université Laval, c'est-à-dire étudier 1 an au lieu de 2 ans? Je pense qu'il est question de reconnaissance d'acquis. Donc, la personne a déjà une maîtrise et probablement qu'elle souhaiterait faire une reconnaissance de ce qu'elle a acquis pour réduire sa maîtrise à l'Université Laval. C'est une décision qui revient à chaque direction de programme. Donc, pour ça, vous devez commencer par faire une demande d'admission dans le programme de votre choix. Et si vous recevez une offre d'admission, alors là, vous pourrez demander si ce que vous avez déjà d'acquis peut vous permettre d'être exempté de certains cours à l'Université Laval. C'est vraiment propre à chaque direction de programme et on vous répondra seulement si vous avez déposé une demande d'admission à l'Université Laval. Je vous dirais que de là à réduire de moitié, à moins que vos autres études soient très, très, très connexes. Puis encore là, euh, les autres établissements, surtout hors Québec, ont des façons d'enseigner là, sont différentes des nôtres. Euh, dans certains cas, il y a peut-être quelques crédits qui peuvent être reconnus là, en reconnaissance d'acquis sur ce que vous avez déjà de fait. On fait aussi de la reconnaissance d'acquis extrascolaire. Donc, si vous avez une riche expérience dans votre domaine, ça peut être possible aussi de faire une demande de reconnaissance de cette expérience-là. Mais pour toute demande de reconnaissance d'acquis, c'est ça, c'est un dossier à monter puis à présenter à votre direction de programme une fois que vous avez déposé votre demande d'admission. Puis, mais on ne vous admettra pas automatiquement en deuxième année de maîtrise. Là. Si c'est accepté, ben, vous allez commencer au début de la maîtrise, mais vous serez possiblement, dépendamment de ce qui vous sera reconnu, exempté de faire quelques cours là, qui sont privés à votre cheminement. Parfait. Je pense que je peux répondre à une question. Oui, Tu vas-y. me corrigeras. On nous demande s'il y a une limite d'âge pour accéder à une maîtrise professionnelle. Je pense que non. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, je ne suis pas une experte en immigration, mais je sais que si vous êtes un étudiant international et que vous êtes sur le marché du travail depuis longtemps, puis vous voulez venir faire une maîtrise ou un programme, peu importe quel programme à l'Université Laval, c'est possible que vous aurez à démontrer au service d'immigration pourquoi vous voulez revenir aux études. Est-ce que votre projet d'études serait vraiment complémentaire à votre emploi actuel? Si vous faites de la gestion de projet depuis 20 ans puis vous voulez venir faire une maîtrise en gestion de projet, ben c'est possible qu'on se questionne là, sur vos réels intérêts à venir au Canada. Là. Donc, il
pourrez vous informer plus avant là, sur ce motif-là d'immigration. Il y a le BVE, qui est le bureau de la vie étudiante, là, qui offre un bon encadrement aussi au niveau des questions liées à l'immigration, si jamais vous en avez. Parfait. J'avais dit une dernière question, mais peut-être une dernière. Allons-y, ouais, si ça rentre, c'est correct. Merci. Donc, on nous demande si un étudiant de l'international qui voudrait suivre une formation doctorale à l'Université Laval devrait compléter certains cours là, ou peut accéder directement à la formation. Ça dépend toujours que vous soyez du Québec, du Canada, de l'international, ça dépend toujours de vos bagages, de ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Si vous voulez faire une maîtrise, si vous voulez faire un programme, un doctorat dans un domaine dans lequel vos études antérieures sont plus éloignées un petit peu, ben, c'est possible qu'on vous exige une scolarité préparatoire. On va vous dire, ben, on juge que vous avez un parti, le bagage nécessaire pour entrer au doctorat, mais il manquerait peut-être certains éléments. Donc, c'est possible qu'on vous exige quelques cours. Euh, Puis si vos études antérieures sont directement reliées, ben, c'est possible qu'on vous fasse une offre d'admission qui est directe dans le programme également. Donc, ça, c'est vraiment propre à chaque programme et à chaque candidat également, selon votre bagage académique acquis jusqu'à maintenant. Parfait. Ben, ça conclut là, donc la séance. On vous remercie là, énormément d'avoir été des nôtres. Donc, pour toute question là, spécifique, on vous invite à nous écrire. Donc, je remets l'adresse là, dans le clavardage FESP à commercial fesp.ulaval.ca. On a eu beaucoup de questions aussi sur les frais d'admission, là, les bourses et tout ça. Donc, vous pouvez écrire là, à info, je vais l'écrire aussi, info à commercial ulaval.ca pour ces questions. Ils vont pouvoir vous répondre très spécifiquement. Après, Donc, j'ajouterais, Dominique, s'il y a des questions sur les droits de scolarité qui sont différents là, selon si vous êtes québécois, canadien ou étranger, utilisez le site de l'université. Je ne la connais pas par cœur, je vais pas l'écrire pour vous induire en erreur, mais utilisez l'outil de recherche sur le site de l'Université Laval et cherchez droits de scolarité. Ça va vous mener directement au bon lien. Puis, selon votre statut, ça vous indiquera exactement quels seraient vos frais vos droits de scolarité à l'université. parfait. Donc, je mets ce dernier lien dans le clavardage. On vous l'a dit aussi en début là, de séance, cette webconférence sera disponible sous peu dans l'onglet Web diffusion de notre site Internet. On vous invite donc à le réécouter et à partager la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.